Je salue tous les gamers sur ma chaîne. Ça fait longtemps, je vous l'ai promis celui-là, hein. Mais vaut mieux tard que jamais. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe ou ne vous en rappelez plus, je vous conseille vivement d'aller voir la première vidéo sur Guilty Gear, où j'ai déjà donné mon verdict sur les débuts de la série. Avant d'entamer les jeux, je veux quand même dire que les Guilty Gear que j'ai aperçus étaient bien marqués comme la naissance de la série, avec des tentatives bonnes comme mauvaises, et parfois audacieuses. Même si j'ai exprimé beaucoup de haine envers Guilty Gear X, je ne pense pas que c'est un mauvais jeu en soi. Il a mal vieilli. Mais ça ne le rend pas moins important. Parce que c'est ces jeux-là qui ont posé les fondations pour les meilleurs travaux de Arc System Works. Après les nombreux succès de la licence, Daisuke voulait quelque chose de nouveau. Après tout, on était déjà en 2008 et la 3D émergeait de plus en plus, avec la sortie de jeux iconiques comme GTA 4 et Metal Gear Solid 4. Et même nos voisins des fighting ont commencé à adopter la 3D. Malgré sa préférence pour la 2D, il fallait bien faire avancer la série. C'est ici qu'est née la volonté de faire un soft reboot de la série, une nouvelle entrée pour les débutants. La production a officiellement commencé lorsque Arc System Works, qui était auparavant une entité de Sega, a décidé de se séparer et de devenir son propre éditeur. Daisuke et son équipe ont été rassemblés en une équipe qu'on connaît comme Team Red. Leur but était de travailler sur Guilty Gear. Le reste du personnel, qui auparavant travaillait sur BlazBlue, est devenu Team Blue. En 2011, le travail a officiellement commencé, avec un premier trailer en 2013. やはり口で言っても無駄か。分かってんじゃねえか。なまってねえだろうな。C'était énorme. La hype était monumentale. Un nouveau Guilty Gear avec des nouveaux graphismes et ces flics de caméra. Putain, vous avez vu ces flics? C'était énorme. Juste imaginez que vous êtes un fan de Guilty Gear de l'époque. Vous venez de vous taper des jeux de cons, c'est-à-dire Guilty Gear The Striker, Guilty Gear Judgment et Guilty Gear Overture. Il n'y a pas vraiment de fighting dans ces jeux-là. C'était de la merde, faut le dire. Et là, vous voyez que Guilty Gear revient en 3D. Et une 3D de qualité, dessinée à la main et non pas la bouse qu'était Ouverture. Et en plus, c'est sur votre console de salon, et non pas une merde portative qui galère à jouer la musique. Vous saviez déjà que ça sera de la frappe. À la sortie du jeu en 2014, les réactions étaient positives de la part de tout le monde. Les graphismes ont fait vendre, et la version sur PS4, qui permettait de jouer en HD et 60 FPS, a appuyé ce point. Certains changements dans le gameplay ont été reçus positivement et la musique, toujours écrite par Daisuke Ishiwatari, rendait même la sélection de personnages épiques. La note globale était de 8,5 sur 10. Eh bah, on peut clairement voir ça. Tout le monde le dit, et je vais le répéter, mais les graphismes sont vraiment magnifiques. Ils n'ont rien d'exceptionnel en soi. Ces graphismes, c'est pas une prouesse, mais quand ton combat passe de ça à ça, c'est une toute autre histoire. Revoir tes personnages et leurs attaques spéciales recréées en 3D, ça fait quelque chose, je peux vous le dire. Les maps ont aussi été retravaillées pour ajouter un côté plus spectaculaire au combat. Par exemple, sur Edinburgh Megicapolis. Au début, vous êtes sur le quai, votre train démarre, ainsi que votre combat. Et puis, la forêt laisse place à l'énorme cité, avec des sorcières qui planent et parfois des pubs qui défilent. Et vous voyez comment vous faites le tour de la cité. Et c'est le cas avec beaucoup de maps. Je ne pense pas que vous l'avez remarqué ça. Que le bateau de Johnny finit par plonger et changer de scène. Ou que plus il y a de manches sur Downtown, plus il y aura de spectateurs. C'est ces détails-là qui font vraiment plaisir à l'œil. Sinon, les personnages n'ont pas reçu de remake majeur. Leurs attaques sont devenues plus spectaculaires, plus cinématiques, ça donne encore plus d'impact à nos coups. On sent vraiment qu'on leur met un ult. Et je ne parle même pas des instant kills. Globalement, le style se veut très animé. Bien plus que ses congénères. Avec Guilty Gear, on est proche du cartoonesque. On a vraiment l'impression de regarder un animé lorsqu'il y a des cinématiques à l'écran. Même aujourd'hui, les expressions faciales, les décors et les mouvements n'ont pas l'air goofy du tout. Juste, j'aurais aimé les voir plus souvent, vu que l'histoire nous est plus servie comme une nouvelle visuelle, avec ce gros truc de merde au milieu de l'écran. Mais, c'est vrai que c'est gourmand de demander à ce que 5 heures de campagne soient animées tout le long. Sinon, les graphismes sont la première chose qui distingue Guilty Gear Xrd comme un reboot.
Vu que je viens de vous parler de la campagne, il est de mon devoir de vous parler de ce qui est devenu le mode histoire. Avant, c'était comment les fighting quand on voulait raconter une histoire? Bah, on prenait notre personnage, on montrait les dialogues et les enjeux dans les grandes lignes, et ensuite le joueur devait se battre contre les adversaires plus ou moins thématiques pour obtenir sa fin. C'est le système dans tous les fighting. Et c'était pareil dans Guilty Gear. Et chez Arc System Works, Team Red ont réfléchi et se sont dit qu'ils ne racontaient pas une histoire là. L'aspect arcade de l'histoire les empêche de vraiment raconter quelque chose. Se battre contre Axello alors qu'on est censé affronter Ino, c'est débile, enfin pourquoi on fait ça? Et donc, ils se sont dit que, ok, on veut raconter une histoire. Et ben on va le faire, au détriment des combats de merde. C'est la grande différence de Sign comparé à ses prédécesseurs. Et à ses autres frères, qui eux ont gardé le même système. Dans Sign, vous pouvez poser votre manette et regarder la campagne. Vous n'aurez pas un seul combat durant les 5 heures de campagne qu'il y a devant vous. Certes, c'est pas comme un film, c'est plus une nouvelle visuelle, mais les expressions faciales, les VA et les quelques cinématiques ne transforment pas le jeu en Doki Doki. C'est vrai que c'est vraiment pas pour tout le monde. Après, je crois pas que tout le monde se lance dans un fighting exprès pour la campagne et le lore. Ce changement-là permet de voir une image plus complète, tous les personnages soumis ensemble dans un seul narratif. Les événements de Xrd se passent en 2187, quelques années après les événements de Guilty Gear Overture. Et puis, une figure énigmatique et très familière apparaît, se présente comme Ramlethal Valentine et déclare la guerre au monde entier. Cette entité, sortie de nulle part, fait des démonstrations de force qui secouent l'ordre mondial et mettent Kai dans une situation diplomatique tendue. Kai décide de faire appel à Sol Bad Guy en lui demandant d'enquêter sur ce qui se passe. Sol avec Sin partent donc pour trouver et comprendre qui est Ramlethal. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils apprennent l'existence d'une organisation ténébreuse appelée la Conclave, qui cherche à réanimer Justice. Leur but? Quand tu contrôles l'arme qui a la faculté de contrôler tous les gears, tu as entre tes mains la possibilité de menacer le monde entier avec une seconde croisade, qui auparavant a fait de nombreuses victimes, et dont l'humanité vient juste de se remettre. La Conclave le fait pour le pouvoir, et ce sont des personnes très influentes et puissantes, dont l'identité ne sera pas connue dans ce jeu. Pour réaliser leur plan, ils ont orchestré de nombreux événements avec l'aide de Bedman, un jeune garçon cloué au lit à cause d'une maladie avec des pouvoirs psychiques. Ils possèdent aussi des copies de Justice qu'ils ont gardées pour la réanimer. L'histoire ne manque pas d'intrigue, et tout ne se passe pas qu'autour de Sol et son enquête. La campagne explore des thèmes comme l'identité, le destin, les origines et le devoir. Des thèmes qui nous permettent de creuser les personnages encore plus et d'avoir encore plus d'empathie envers eux. On a de nouveaux personnages, Bedman et Ramlethal que j'ai déjà mentionné, ainsi que Elfelt, Leo Whitefang et Sin, qui étaient déjà présents dans l'ouverture, mais c'était tellement un bot que on s'en bat les couilles. Le mode histoire se finit sur un bon cliffhanger, qui sera exploré dans le prochain jeu. Avant de parler du gameplay, je veux juste clarifier que je ne vais pas aller en profondeur des mécaniques comme le Roman Cancel, les frames et tout, parce que je suis une merde. Oui, c'est vrai, je suis grave nul au jeu de fighting, et j'ai pas envie de dire des conneries. Pas besoin de me dire que c'est essentiel, mais, bande de pions, je m'en branle. Je préfère me concentrer sur le ressenti que j'ai quand j'y joue. Les graphismes améliorés mettent en valeur les combats, ça je l'ai déjà dit. Mais le gameplay a été lui aussi modifié pour faire place à un gameplay bien plus libre. Lorsqu'on s'affronte, il y a souvent des moments où on improvise. Il y a quand même des flowcharts, mais les mouvements rapides, double saut, dash aérien en arrière et en avant réduisent à néant les mecs qui ont appris un combo et le spam en boucle. Les Roman Cancel, que je ne connais pas très bien, ont été changés, et à présent, grâce à eux, tu peux prolonger tes combos et faire en sorte que certaines attaques risquées deviennent sûres. Avec ça, on peut parler des clashs, qui offrent encore plus de spontanéité au combat. C'est un système où lorsque deux attaques clashent simultanément, ça peut déclencher deux situations. Soit un clash classique, ou un danger time. Un clash classique, ça cancelle vos attaques à tous les deux et vous remet en position neutre. Et parfois, de manière random, un danger time peut se déclencher. Tant qu'il est actif, il vous offre à tous les deux un boost de 20% de vos dégâts. Et puis, les flics de caméra quand vous gagnez, ça aussi c'est très stylé. Je parle de tout ça justement pour montrer que les combats ici sont uniques. Xrd fait tout pour ne pas que vous vous ennuyiez sur le jeu. Et franchement, niveau gameplay, j'ai rien à dire. On s'est rapproché le plus possible de la perfection selon moi. Même si le mode en ligne buguait à mort et avait beaucoup de problèmes. Ça, faut pas l'oublier. Et en mode de jeu, on retrouve le fameux mode arcade, qui est resté le même, accompagné de belles cinématiques. Le mode arcade sert un peu au préquel de l'histoire, donc c'est d'autant plus intéressant à faire.
Team Red ont fait un travail remarquable. Ce reboot montre bien la direction que veut prendre Guilty Gear. La direction du bad boy, du garçon manqué de la famille de fighting. Tout ce que Team Red avait à faire, c'est reprendre la structure de Xrd et faire 3 fois plus. エルフェルトがジャスティスと融合すれば世界が滅びる。私が一人で行く。被害は少ない方がいい。時は来た。全ての真実を語るその時が。 Après que Sign a été bien accueilli par tout le monde, il a fallu bosser sur son héritier, Guilty Gear Revelator. Je prendrai Rev 1 et Rev 2 ensemble, parce qu'en vrai de vrai, il n'y a pas de différence majeure. C'est un peu comme Guilty Gear Accent Core Plus et Accent Core Plus R. Les graphismes n'ont pas été grandement changés, juste améliorés pour être encore plus beaux. Au niveau du gameplay, on n'a pas d'énormes changements non plus, au-delà des attaques et une légère rebalance des personnages. Leur nombre a doublé, avec des retours attendus comme Baiken. Et l'histoire est présentée sous forme de cinématique complète. C'est fini les nouvelles visuelles. Ici, on a le droit à un film de 5 heures. Et ça reprend là où s'est arrêté Sign, avec des révélations croissantes et des thèmes encore plus approfondis. Ils ont adopté la meilleure stratégie, c'est-à-dire prendre ce qui marche et l'améliorer. Et même aujourd'hui, de nombreux joueurs, moi y compris, continuent de jouer à Xrd Rev 2. Parce que c'est ici qu'on a les meilleures mécaniques, le plus de liberté, de moves et même de personnages. Pour moi, Xrd sera le meilleur avec Accent Core Plus R. Je préfère Xrd parce que je le trouve plus stylé. Et aussi, c'est le jeu de ma génération. Mais Accent Core t'offre une liberté énorme au niveau des combos de personnages. Donc, c'est remarquable aussi. Mais, je n'ai pas dit était le meilleur pour rien. Vu que Team Red ont clos l'arc Xrd avec Rev 2, l'histoire a été racontée, les personnages ont eu leur arc, et maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut strive. C'est sur Strive que je veux me concentrer plutôt que la perfection de Xrd. Strive, tout comme Xrd, était prévu comme un autre reboot de la série. Ce qui est tout à fait normal. L'arc de Xrd a duré 10 ans à la sortie de Strive, et il fallait bien Strive, comme c'est dit dans le titre. Le but de Arc 6, c'était de s'ouvrir au monde, s'étendre vers les États-Unis d'Amérique et l'e-sport. Quand les premiers trailers ont drop, j'étais pas hype. Oui, c'était beau, le moteur du jeu a été bien plus amélioré, tout pour suivre les exigences d'aujourd'hui, quoi. Mais putain, niveau gameplay, je l'ai vu direct que Sol a comme pris quelques kilos en plus, quoi. Mon cochon a pris du poids et c'est devenu un putain de sanglier. On le voit moins sauter, il y a moins de combos, et en général, on ne voit pas beaucoup de combos aériens non plus. Hein. Mais tu sais, t'avais la musique, qui rendait tout badass. T'avais les cinématiques, tout me disait qu'il fallait que je sois hype. Donc, j'ai commencé à y croire, tu vois. J'ai commencé à croire que là, on allait bien manger. On allait déguster Guilty Gear. Le jeu sort en 2021 et... Ouais, j'avais raison. En ressenti, et pas qu'en ressenti, le gameplay est devenu beaucoup trop simplifié et plus rigide. Alors oui, il y a ce fameux discours de « on veut être accessible aux nouveaux joueurs ». Ok, mais il y a une différence entre être accessible et simplifié. C'est-à-dire qu'un gros morceau de ce qu'il faisait de Guilty Gear a été retiré. Les homing dash, qu'il venait tout juste de mettre, ont été retirés. Certes, c'est pour laisser place à une nouvelle mécanique, d'accord. Le Danger Time a été retiré, les combos aériens ont été retirés, enfin, c'est-à-dire, non, je suis désolé, réduit à rien. Le mode MOM a été retiré. Et vous savez, j'aurais pu leur pardonner. J'aurais pu essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais ce que je refuse de pardonner, c'est la suppression des instant kills. Ce gros... Nicky Romer, je suis désolé, je vois clair dans leur jeu. C'était sûr, ces gros salopards de Arc 6 se sont dit que, on veut plaire à tout le monde, mais on est un peu trop spéciaux. Je pense qu'il faut littéralement devenir un autre fighting générique. C'est pas un bon Guilty Gear. Je dirais même que c'est une régression de la série. Donc c'est ça qu'on veut faire en fait. C'est comme ça qu'on va strive, en devenant comme tout le monde. Daisuke, il avait dit en 1997 qu'il a créé Guilty Gear parce qu'il en avait marre des fightings qui se ressemblaient. Et qu'il voulait un vraiment cool. Et il l'a fait, bordel, il a fait son jeu. Et il a trouvé son audience. Là, gros, c'est devenu beaucoup plus rigide comparé aux jeux précédents. Comme je l'ai aussi mentionné, de nombreux personnages ont subi un rework. Subir, c'est le bon mot parce que on a juste retiré le 2/3 de leurs attaques. Et certaines mécaniques ont été simplifiées, comme le système d'armes de Hellfelt et les pièces de Johnny. Et c'est trop ennuyeux à jouer, gros. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Azami de Baiken, gros. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait. Pareil, la raison, c'est que le Azami, c'est trop compliqué pour les petits nouveaux. Mais, enfin, gros, ce move ne sert à rien. Azami permettait vraiment de punir un adversaire.
Là, gros, personne va se servir de ce truc de merde. Genre, Iragi, allez, niquez vos grand-mères. Pareil, on a retiré les instant kills. Pourquoi faire? Pour ne pas foutre le seum aux flocons de neige qui vont prendre le seum si on leur en cale un. Mais si le mec est bon au point de pouvoir en caler un, pourquoi lui on empêche? Pourquoi on ne laisse pas les mecs bons être bons? Pourquoi? Parce que les Américains obèses galèrent à jouer avec leurs doigts énormes qui glissent sur la manette à force de bouffer des Cheetos au fromage? Toutes les mécaniques ont disparu et c'est scandaleux. Moi, je n'ai jamais compris cette ambition de vouloir plaire à tout le monde. L'ingérence, les gamers de basse classe, dans les jeux qui ne leur correspondent pas comme Elden Ring, doit s'arrêter. Parce que c'est comme ça qu'on se tape des nerfs. Et c'est ce qui se passe avec Strive. Et vu qu'ils font des chiffres, bah ça va juste continuer. Et ça va empirer. Et vous savez, je sais pourquoi ils font ça. C'est d'autant plus évident quand tu regardes les personnages. Et ici, la situation est bizarre. C'est-à-dire qu'on a une espèce de censure au niveau de Ino, par exemple, qui a une espèce de soutif sous sa veste. C'est complètement con, vu qu'elle a un design de rockstar, et le rock, c'est sale. Le rock, ça a toujours été sale. Le rock'n'roll, ça veut dire quoi à votre avis? Baiser, c'est ce que ça veut dire, merde! C'est pas pendant des concerts de pop que des femmes lançaient leur soutif sur scène en demandant un autographe sur leur poitrine. Et Daisuke, il le sait, bordel, c'est un rocker, l'homme de référence de rock qu'il y a dans Guilty Gear. Oui, c'est sale, mais c'est exactement le but de cette culture. Moi, personnellement, c'est comme ça que je voyais cette absence de soutien-gorge, comme une représentation de la culture rock. Alors, je sais qu'on dirait juste un Wojak qui fait son rant sur 4chan, parce qu'il ne peut plus se branler in-game, mais c'est bien plus profond que ça. À ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils voulaient correspondre à la scène e-sport, qui leur imposait des guidelines. Alors, de une, niquez votre grand-mère la pute, et de deux, j'ai remarqué que les Américains ont tellement peur des boobs et pas assez des school shootings. Je suis désolé, se battre et tuer, c'est fun, mais des seins, de la peau, une femme. Par contre, les hommes bien sexy, là, y'a rien. Hein, Angers et Johnny qui se baladent le torse à l'air, là par contre on va dessiner chaque cube de leur abdos, hein, bien détailler leur clavicule, chaque goutte de sueur qui coule dessus. Donc oui, Strive veut juste plaire à tout le monde, se faire le plein de tal en attirant une nouvelle communauté de bots tout en négligeant les anciens. Et on voit qu'ils adorent l'argent, hein. Il y a 4 Season Pass qui coûtent 25€ chacun, ce qui vous fera un total de... Et ça, c'est en skippant les packs de skins. Hein. Sinon, il fallait précommander l'édition à 100 balles si tu voulais pas payer 130. Il y avait des DLC avant, je le cache pas. Même dans le Xrd que j'idéalise. Mais pas à 25 balles, quoi. Sublime, les packs coûtent plus cher que le jeu de base. Quelle bravoure, quelle grâce, monsieur Ishawatari. Faire un fighting aussi nul, rempli à rabord de microtransactions avec un gameplay lavé en supprimant les combos longs et les combos aériens, ainsi que les instant kills. Bravo maestro, chef's kiss. J'en ai chié sur Strive. Et en soi, c'est juste mid. C'est un jeu à acheter sur Eneba et lancer pour une soirée pizza entre potes. Mais c'est tout quoi. Tout ce que j'ai dit. On aurait dit du purisme boomer de la FGC. Mais dès que... Alors, je suis désolé. Mais dès que je paye un produit, il est tout à fait normal de le jouer dans son ensemble, hein, sans excuse. Il faut arrêter de couvrir les devs et les éditeurs. On est des consommateurs. Leurs excuses, les coûts de production et les raisons, c'est intéressant, mais on s'en bat vraiment les couilles. On paye. On paye pour un produit qui n'est pas à la hauteur de la qualité. Et on doit montrer aux devs que leur travail pue sa grand-mère. Sur ce, je dis au revoir aux vrais gamers.